Cube Radio. Cube Radio. 2 nouvelles accusations de fraude et 3 nouvelles victimes s'ajoutent au dossier du faux millionnaire Serge Rivard qui aurait soutiré des milliers de dollars à des femmes rencontrées en ligne et à qui il avait fait miroiter une vie de rêve. On parle de ce fléau qu'on appelle les arnaques amoureuses et des moyens de prévenir ça avec Ficilla Ream, titulaire d'une maîtrise en criminologie et coordinatrice scientifique pour la chaire de recherche en prévention de la cybercriminalité à l'Université de Montréal. Bonjour, Madame Ream. Bonjour. Racontez-nous cette arnaque amoureuse, là, on le voit souvent à l'étranger. Souvent, c'est des personnes qui veulent avoir soit des virements Western Union ou peut-être le font juste pour pouvoir avoir des papiers, par exemple, l'étranger, les sortir de leur pays. Mais ça peut arriver ici, pour du monde d'ici, avec des victimes et des accusés d'ici. Oui, en fait, la fraude amoureuse, on a tendance à penser que c'est vraiment des gens qui sont à l'étranger, que les rencontres se font en ligne, et donc on ne voit pas la personne, on ne lui parle pas nécessairement, on échange que des courriels ou des messages avec la personne. Ce qui est intéressant dans ce dossier-là, c'est que ces personnes-là, en fait, sont sur le territoire, donc les victimes et en fait le fraudeur se rencontrent. Donc les moyens de prévention vont être un peu différents, mais le processus est toujours le même. Donc, c'est vraiment de s'appuyer sur la confiance et la relation qu'on crée avec la victime pour justement ensuite faire des demandes d'argent, de cadeaux, etc. Et c'est toujours un peu sophistiqué la manière avec laquelle c'est fait. C'est jamais dès le début qu'on demande de l'argent parce ils prennent le temps, là, ces arnaqueurs, à mettre la personne en confiance, à montrer que non, eux, l'argent, ça les intéresse pas, ils en ont assez. Puis... Mais le guet-apens arrive beaucoup plus tard. Mais c'est ça, c'est parce que un fraudeur, c'est ça qui fait de sa vie. Donc, il a le temps de bâtir la confiance avec la victime. Donc, ils prennent tout le temps qu'il faut pour construire une relation qui va en fait donner vraiment cette impression que c'est une relation réelle. Et une relation réelle, ça prend des fois qui peuvent être amoureuses rapidement, mais là, quand on construit une relation réelle, ça prend du temps. Donc eux, ils prennent leur temps d'avoir cette relation de confiance-là avec la victime pour ensuite après commencer petit à petit avec des demandes d'argent. Mais c'est jamais des demandes d'argent, j'ai besoin d'argent. C'est toujours des excuses de je suis malade, il me faut tant d'argent pour payer mon traitement, ma mère est malade, donc j'ai besoin d'argent aussi pour payer mon traitement. Puis ils vont jouer aussi beaucoup sur les sentiments. Donc ça peut être par exemple ma mère est malade, il faut que je peux pas venir te voir pendant 2-3 mois parce qu'il faut que je m'occupe d'elle, mais si tu m'envoies de l'argent, je vais pouvoir guérir ma mère et puis venir te voir. Donc c'est vraiment jouer sur les sentiments et avoir aussi des excuses justement pour demander de l'argent. Donc c'est jamais des demandes d'argent qui sont frontales. J'ai besoin d'argent tout de suite, là, des choses comme ça. Il y a le fameux aussi, mon compte bancaire a été gelé parce qu'il y a une enquête, mais je sais que ça va se dégeler bientôt. J'ai besoin d'une avance là, qui est classique. Oui, ça c'est dans les cas où la personne se prétend être un homme d'affaires, un businessman. Oui, ça va être l'excuse qui va être souvent avancée. Donc j'ai par exemple Revenu Québec, Revenu Canada qui bloque mon compte pour telle ou telle raison. Mais j'ai de l'argent, je suis riche. Puis souvent ils arrivent à le démontrer parce qu'ils vivent au-dessus de leurs moyens. Tu sais, donne-moi de l'argent, puis c'est sûr que je vais te rembourser. Puis évidemment, la victime va se sentir en confiance parce que l'apparence qui lui est donnée, c'est que la personne possède vraiment de l'argent. On en a quelques-uns là, de ces fraudeurs-là, les fraudeurs, ces arnaqueurs amoureux-là. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ça ressemble au Québec? Là? S'il y a des exemples qui vous viennent en tête, là, on parle de Serge Rivard aujourd'hui, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui ont fait les manchettes récemment? Au Québec, je suis pas sûre. Au Québec, je sais qu'il y avait quelques personnes qui ont été incriminées à Gatineau et qui justement, mais ils agissaient plus en réseau. Je sais qu'en Ontario aussi, il y avait un cas comme ça d'un monsieur qui allait de
de personne en personne pour les frauder avec des sommes, des milliers de dollars. Mais c'est vrai qu'en termes de fraude amoureuse, la majorité des cas sont vraiment plus à l'étranger que sur le territoire. Mais sur le territoire, ça va prendre une autre forme que ce qu'on peut trouver dans des fraudes amoureuses en ligne. Ben, il y a le fameux Simon Levive, l'arnaqueur sur Tinder là, qu'on voit sur Netflix, qui est assez extraordinaire. C'est un documentaire sur Netflix qui décrit l'arnaque amoureuse internationale. Là, on parle avec des jets privés, puis des voitures de luxe, puis des maisons. C'est assez incroyable d'être capable de maintenir un réseau de mensonges. À quoi ressemble la personnalité d'un arnaqueur amoureux? Là? C'est quoi les traits de personnalité qui ressortent le plus souvent? Ben, c'est sûr que c'est des personnes qui, de prime abord, manquent d'empathie. Parce que de jouer comme ça, autant que ça avec les sentiments des personnes, de leur soutirer des sommes énormes, puis c'est des sommes qui sont non seulement énormes, mais quand il y a cette relation de confiance, ben, c'est sûr que déjà, on joue sur la confiance que les victimes ont. Donc, on n'a pas d'empathie parce qu'on va leur soutirer le moindre sou qu'on peut leur soutirer. Et c'est des personnes avec qui on est en contact, on est en relation, donc on connaît très bien aussi leur situation financière. Donc, ils savent très bien jusqu'à où pousser et ils vont pousser le plus loin possible. Donc, c'est vraiment des gens qui n'ont aucune empathie, quoi que ce soit envers les victimes. Et c'est d'autant plus grave parce que dans les cas de fraude amoureuse, on est vraiment dans une fraude qui est un peu plus psychologique. Donc, on joue vraiment avec les sentiments des personnes. Et il faut évidemment manquer d'empathie, clairement, dans ces cas-là là, pour pouvoir agir. Est-ce qu'il y a la victime parfaite pour l'arnaqueur amoureux? À quoi ressemblent les victimes de ces arnaqueurs-là? Ben, souvent, ce qu'on dit, c'est que on a tendance à penser que c'est souvent des femmes qui sont victimes, des femmes qui sont un peu plus âgées, mais c'est parce qu'en fait, ces personnes-là vont plus signaler à la police, donc on a l'impression que c'est des personnes qui sont le plus souvent les victimes. Mais en fait, c'est les hommes, les femmes sont tout aussi touchés par la fraude amoureuse. D'ailleurs, les hommes perdent souvent plus d'argent que les femmes dans les cas de fraude amoureuse. Mais il n'y a pas vraiment de victimes parfaites. C'est sûr que des personnes qui font peut-être un peu plus confiance aux gens, des personnes qui ont des croyances amoureuses élevées, donc qui tombent amoureuses facilement. C'est sûr que c'est des personnes qui vont être plus à risque d'être victimes et moins déceler la persuasion des fraudeurs. Mais ça peut toucher tout le monde parce que tout le monde peut tomber amoureux aussi quand même. Fesila Ream, titulaire d'une maîtrise en criminologie et coordonnatrice scientifique pour la chaire de recherche en prévention de la cybercriminalité à l'Université de Montréal. Merci beaucoup pour votre éclairage. Merci pour l'invitation. Au revoir. Au revoir. Vous écoutez